commémorant l'armistice. Le président François Hollande confronté à de nombreux défis au plan international. La journée mondiale de la Croix-Rouge est célébrée ce mardi. La présidente nationale appelle les Ivoiriens à rendre le monde meilleur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h. Le président de la République est de retour. Depuis cette fin d'après-midi, il est arrivé aux alentours de 17h30 à Abidjan. Le président de la République revient d'une visite privée d'une semaine qu'il vient d'effectuer en France, où il a rencontré le président sortant Nicolas Sarkozy. Notons qu'au cours de ce déplacement, le chef de l'État s'est aussi rendu à Dakar pour prendre part au sommet extraordinaire de la CEDEAO, organisation sous-régionale qu'il préside, sommet sur la crise au Mali et en Guinée-Bissau, sommet qui s'est tenu le 3 mai à Dakar. À son retour à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État a parlé de son séjour en France et de l'avenir des relations entre la Côte d'Ivoire et la France sous la présidence de François Hollande. Mais le président de la République s'est également prononcé sur la situation en Côte d'Ivoire, notamment l'évasion des prisonniers d'Agboville et de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le président de la République annonce que des sanctions seront prises dès demain à l'encontre de certains responsables. Je suis effectivement revenu d'un séjour privé en France qui m'a donné l'occasion, comme j'aime le faire de temps en temps, de faire une réflexion sur notre action au niveau du pays et les actions à mener pour le futur. Et je pense que cela m'a fait beaucoup de bien. J'ai dû interrompre cette période pour me rendre à Dakar, où il y avait un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée-Bissau. Nous avons pris de bonnes décisions à cette occasion pour renforcer le processus de retour à la paix, donc de remise en œuvre du processus de retour à la constitutionnalité et également bien sûr la perspective d'élection démocratique dans ces deux pays. Les choses évoluent, bien sûr au Mali comme en Guinée-Bissau. Les chefs d'État chargés de suivre ces deux dossiers se concertent. Et d'ailleurs, demain, le président du Nigeria, le président du bloc, Jonathan, viendra dans la matinée nous voir pour que nous fassions un point de l'évolution en ce qui concerne la Guinée-Bissau. Bien entendu, j'ai assisté, comme tous, à l'élection de la présidence du président de la République française, qui a vu la victoire de M. François Hollande, que j'ai félicité d'ailleurs par télégramme. Et je voudrais dire que j'ai rencontré hier le président Nicolas Sarkozy, qui est un ami personnel de longue date, pour échanger avec lui, et ce qui a été un bon réconfort pour lui comme pour moi. Vous savez, l'amitié en Afrique est quelque chose de sacré. Et c'est dans ce moment que les amis apprécient le vrai sens de l'amitié. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont des relations très fortes, des relations historiques. Et vous l'avez senti d'ailleurs, cela a été manifesté à l'occasion de la visite d'État que j'ai effectuée en France en janvier dernier. Et le changement de président ne changera rien à ces excellentes relations. D'ailleurs, c'est le message que nous avons échangé, le président élu, François Hollande et moi-même. La volonté commune est de renforcer les liens de coopération entre les deux pays et de mettre en œuvre le partenariat de défense que nous avons signé. Évidemment, la Côte d'Ivoire a ses propres ambitions. Et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire continue d'être au travail, que nous puissions faire en sorte que le quotidien des Ivoiriens s'améliore au fil des mois et des années à venir. C'est surtout cela ma préoccupation. Il faut que les Ivoiriens vivent en paix et que la sécurité soit renforcée partout, y compris dans les prisons. Ce qui n'est pas acceptable qu'en une semaine, il y ait 2 évasions. Parce que les personnes n'ont pas fait leur travail. Ces personnes seront sanctionnées et de manière immédiate. C'est la décision que je viens de prendre avec le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Justice et les généraux tout à l'heure que j'ai reçus.
nous ferons en sorte que les prisons soient débarrassées de personnes qui sont complices d'actes de ce genre. Les prisons de Côte d'Ivoire ont été rénovées, c'est les prisons modernes, les prisons les plus modernes par rapport à quasiment tous les pays africains, parce que nous voulons que les prisonniers qui ont des droits soient dans de bonnes conditions, mais ne pouvons pas accepter que les personnes qui sont condamnées par la loi puissent avoir l'opportunité de s'échapper. Bon, fort heureusement, la plupart ont été rattrapés, mais c'est le signal que cela a donné que je n'admets pas, que les décisions sont prises et elles seront appliquées dès demain matin. En France, cette belle leçon de démocratie, l'ancien et le nouveau président ont participé ensemble ce matin aux cérémonies commémorant la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, c'est l'armistice. Le nouveau président français François Hollande, après la passation de pouvoir qui va avoir lieu le 15 mai, doit faire face à de nombreux défis internationaux. Côte à côte, perdants et vainqueurs de l'élection présidentielle française. Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont recueillis ensemble ce mardi devant la tombe du soldat inconnu. La commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, image de réconciliation et parenthèse avant la pile de dossiers internationaux qui attend François Hollande. Le futur président doit régler en priorité la question du traité de discipline budgétaire européen. Lui qui souhaite l'ajout d'un volet consacré à la croissance économique devra négocier âprement avec la chancelière allemande. Nous pensons en Allemagne que le traité fiscal n'est pas négociable et c'est aussi mon avis à titre personnel. Une fois que nous parvenons à un accord au niveau européen, nous n'avons pas pour habitude de tout modifier après chaque élection, que ce soit dans un petit ou dans un grand pays. Après une visite à Berlin qui devra intervenir rapidement, autour des sommets du G8 et de l'OTAN de figurer sur l'agenda du président. Le président américain Barack Obama a appelé François Hollande dimanche soir et l'a félicité pour son élection. Il a aussi invité M. Hollande à venir le rencontrer à Washington le matin du sommet du G8. François Hollande devrait aborder avec Barack Obama l'épineuse question du retrait des troupes françaises d'Afghanistan. Un retrait prévu pour la fin 2012 et que l'OTAN ne voit pas d'un bon œil. La contribution française à notre mission en Afghanistan est précieuse. La France s'est engagée dans cette mission dès le début. François Hollande a attaqué dès lundi les sujets internationaux en recevant à son QG de campagne les ambassadeurs américains et chinois. Le futur gouvernement est attendu au tournant. Le Japon lui a déjà demandé de respecter les engagements pris sur l'austérité. La classe politique ivoirienne continue de réagir après l'élection du nouveau président français. Nous vous proposons donc les réactions du RDR et du PDCI. Le RDR n'oubliera jamais cet acte de grandeur dont la France et le président Nicolas Sarkozy ont fait montre en faveur de notre pays. C'est un acte de gratitude que nous réitérons à l'homme d'État qui a présidé pendant 5 ans aux destinées de la France. C'est une véritable leçon de démocratie et de tolérance civique que le président Nicolas Sarkozy nous a donné et a donné au monde. Il est vrai qu'il a perdu cette élection, mais avec quelle humilité. Assurément, il sort grandi de cette épreuve. Non seulement il a reconnu sa défaite, mais il a appelé ses partisans à témoigner respect et considération à son successeur. Il les a appelés à faire preuve de patriotisme. Quelle grandeur d'âme, quelle force de caractère, quel démocrate. Le RDR tient à saluer une telle hauteur d'esprit, même si les partis, le président Nicolas Sarkozy restera un ami de la Côte d'Ivoire reconnaissante. C'est pourquoi notre parti est à l'aise pour manifester sa gratitude et sa sympathie à l'ancien chef d'État français qui n'a guère ménagé aucun effort pour que la vérité triomphe du mensonge. Au moment où il quitte la présidence de la République française, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et le RDR, considèrent comme une obligation et un devoir de lui renouveler l'amitié et l'estime du peuple ivoirien.
nos voeux de réussite accompagnent le président français élu. Je veux parler de François Hollande, qui, nous l'espérons, saura faire davantage prospérer les liens multiséculaires qui unissent si amicalement les peuples français et les peuples ivoiriens. Après la crise post-électorale dramatique que la Côte d'Ivoire a connue, nous nous retrouvons à un second exemple de démocratie. Tout près de nous, le Sénégal, malgré quelques remous au cours de la campagne électorale, après le scrutin, a eu à adopter une attitude démocratique exemplaire. Le président sortant a reconnu sa défaite, a félicité le nouvel élu, a tenu une dernière réunion de son gouvernement, invitant les membres du gouvernement à faciliter la tâche à la nouvelle équipe qui prenait en main les destinées du Sénégal. Et peu de temps après, bien entendu, la France nous donne une leçon magistrale sur tout le parcours, tant au moment de la campagne que pendant les élections et après les résultats. Une leçon de démocratie qui a consisté à respecter le choix du peuple souverain de France, qui a confié sa destinée au président François Hollande pour les 5 années à venir. Les responsables politiques ivoiriens ne peuvent que s'en inspirer. Ça ne peut être que sujet à méditation et souhaiter. Compte tenu des rapports privilégiés que la Côte d'Ivoire, depuis Félix Houphouët-Boigny, entretient avec la France, souhaiter bon vent au président Hollande et faire en sorte que les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France soient toujours au beau fixe. 7 ans après sa fermeture, et je vous l'annonçais dans les titres, la représentation diplomatique de Grande-Bretagne reprend du service à Abidjan. Les nouveaux locaux de l'ambassade situés dans la commune de Cocody ont été inaugurés ce mardi en présence du ministre britannique pour l'Afrique et du ministre ivoirien des Affaires étrangères. Compte rendu Mamadou Kouassi, Abou Sanogo. 7 ans après sa délocalisation au Ghana pour des raisons sécuritaires, la Grande-Bretagne rouvre sa représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Cette réouverture intervient 1 an après l'investiture du président de la République à la magistrature suprême. Selon Arkin Simon, chargé d'affaires, la reprise des activités diplomatiques fait suite à l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Le ministre britannique pour l'Afrique et les Nations Unies affirme que ce retour va renforcer la coopération entre les deux pays. Il s'agit d'un engagement à l'approfondissement des relations bilatérales entre nos deux pays et d'aider la Côte d'Ivoire à atteindre une véritable réforme dans le secteur de la sécurité, consolider la paix, la réconciliation nationale et relancer son économie. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, salue l'engagement de la Grande-Bretagne à soutenir la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction. Il invite la Grande-Bretagne à s'investir véritablement pour contribuer au développement. Pour relever les nombreux défis, notre pays a en effet besoin du soutien de tous ses amis, comme vous, partenaires au développement, particulièrement, il faut le souligner, ceux du secteur privé, qui constituent pour nous le moteur de notre relance économique. En effet, que la délivrance des visas officiels et d'affaires accompagne ce retour à Abidjan de l'ambassade de Grande-Bretagne. Simon Tonge, désigné ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, prendra officiellement fonction dès la première semaine du mois de juin 2012. Le chef du gouvernement ivoirien, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, a reçu ce mardi en audience une délégation du Parlement britannique et l'ambassadeur du Royaume de Belgique. Au cœur des échanges, la coopération bilatérale. Compte rendu Alexis Ouedraogo. 2 audiences inscrites ce mardi au programme du Premier ministre ivoirien Ahoussou-Kouadio Jeannot. La première accordée à Henry Bellingham, membre du Parlement britannique, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et ministre chargé des Affaires africaines. Accompagné d'une importante délégation, il a annoncé l'ouverture depuis ce jour de la représentation diplomatique britannique en Côte d'Ivoire. À midi aujourd'hui, nous avons rouvert l'ambassade de Grande-Bretagne parce qu'il est très clair pour moi que ce pays retrouve la santé très vite
Vous êtes sorti d'un conflit l'année dernière. Maintenant, nous avons un gouvernement qui travaille et qui est respecté partout. La deuxième audience accordée à son Excellence Peter Hugebert, ambassadeur du Royaume de Belgique, a porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique, avec en vue de belles perspectives. J'ai un peu dressé le tableau aussi pour les mois à venir. On a par exemple dans 2 semaines un séminaire qui est organisé dans le secteur des solutions médicales par Siemens Belgique. On a parlé longuement aussi du partenariat qui existe avec la convention de coopération entre le port d'Anvers et celui de port de San Pedro et qui va se concrétiser dans la tenue de journées portuaires le 12 et le 13 juin. Le 12 juin à San Pedro, le 13 juin à Abidjan. C'est aussi l'expression de la bonne tenue des relations économiques entre nos 2 pays. Une délégation de la Banque mondiale a été reçue par le ministre auprès du Premier ministre chargé de la justice, Mme Matoloma Cissé, à l'ordre du jour la reconstruction du système judiciaire ivoirien ainsi que son redéploiement effectif sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alexis Ouedraogo encore une fois. Le ministre ivoirien de la Justice auprès du Premier ministre, Matoloma Cissé, a reçu lundi à son cabinet une délégation de la Banque mondiale. Au cours des échanges de près de 2 heures, le système judiciaire ivoirien était à l'honneur. La Côte d'Ivoire est l'exemple même des pays dont le développement a été impacté, freiné par les questions de conflit et de sécurité. Nous avons abordé ces questions avec Madame le ministre de la Justice. Nous avons abordé la question de redéploiement de la justice en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le président de la République a créé récemment un groupe de travail sur la réforme du secteur de la sécurité. Ce groupe de travail travaille également sur les questions de la justice. Vous savez également que la Côte d'Ivoire est dans un processus de réconciliation. Ce processus de réconciliation prend également en compte les questions de justice. Nous avons abordé toutes ces questions avec Madame le ministre. Comprendre la dynamique de paix et de justice en Côte d'Ivoire et puis au-delà, voir ce que la Banque mondiale pourrait faire pour accompagner le processus. La situation à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan aura été aussi évoquée. La Banque mondiale a souhaité une amélioration des dispositifs sécuritaires et rassuré de son soutien. Une délégation guinéenne a séjourné dans notre pays dans le cadre de la mise en place d'un cadre de concertation des organisations de la société civile. Elle s'est rendue à Bouaké puis à Korogo pour rencontrer les populations. Elle a ensuite organisé une conférence de presse pour faire le point de son séjour ivoirien. Compte rendu Lassine Fofana. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne de Mamadou Diallo et la Convention de la société civile ivoirienne de Ngouan Patrick ont décidé de faire chemin ensemble parce que les sociétés civiles de part et d'autre ont exactement les mêmes préoccupations partout dans la sous-région. L'idée a été formalisée par Ngouan Patrick et Mamadou Diallo. La société civile guinéenne venue en Côte d'Ivoire pour études veut aussi apporter sa pierre à l'édifice de la reprise en Côte d'Ivoire. Chaque parti a décidé d'apprendre de l'autre, c'est cela la philosophie de la rencontre d'aujourd'hui. Les Guinéens qui ont pour eux une grande expérience du terrain au plan politique veulent faire profiter la Côte d'Ivoire de leur savoir-faire. Notre pays a connu une crise. Nous, on a fait de la prévention pour ne pas arriver à la guerre. On s'est investi avec tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. On a fait des fronts communs, sinon croyez-moi ça a été très dur en Guinée, mais on a fait un partenariat solide pour éviter qu'on arrive à la guerre. C'est la société civile qui doit prendre les devants désormais, l'a dit Mamadou Diallo, ce qui est totalement l'avis de Ngouan Patrick, allusion faite à la situation actuelle en Côte d'Ivoire. On ne peut pas continuer à discuter entre politiciens, toujours entre acteurs politiques, en excluant systématiquement le secteur privé, les syndicats, les religieux, la société civile. Ça n'a rien donné. La société civile va faire une déclaration pour appeler l'attention des autorités à avoir une démarche inclusive où tout le corps social va se réunir pour analyser la situation nationale
et faire des propositions concrètes aux autorités. Que ce soit la déclaration lue aujourd'hui ou les documents échangés entre les deux parties ou encore le livre d'or signé, l'idée reste la même, renforcer le partenariat au sein de la société civile. J'en viens au troisième titre de cette édition. Il a trait à la journée internationale de la Croix-Rouge qui est célébrée aujourd'hui, 8 mai. Le thème retenu est la jeunesse en action. Retenez aussi que 2/3 des volontaires de la Croix-Rouge sont des jeunes. Sylvie Touré. Protéger l'humanité, c'est la mission que se donne la Croix-Rouge. Parti de l'élan de solidarité du soldat Henri Dunant sur un champ de bataille envers des personnes en détresse, le mouvement, plus d'un siècle après, est installé dans 188 pays. Ses membres, des volontaires, mènent leurs actions dans le cadre de la prévention, l'intervention et la reconstruction dans les zones de conflit. Pour cette année, la Croix-Rouge a choisi de rendre hommage aux jeunes qui constituent plus des 2/3 de ses volontaires. Le thème autour duquel elle mène donc ses activités est la jeunesse en action. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le pays sort d'une crise dont les séquelles sont encore visibles. Les besoins des populations sont nombreux et pour une meilleure aide, la Société nationale de la Croix-Rouge lance une opération de mobilisation de ressources. Une semaine durant, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire s'adressera au cœur de chaque citoyen de ce pays, du plus illustre à l'inconnu. Que votre cœur vous parle afin que votre don sauve des vies et redonne espoir. Cette action s'étend jusqu'au 11 mai, mais pour la Croix-Rouge, la quête d'un monde meilleur est perpétuelle. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics vient de former des journalistes à la gestion des contentieux des marchés publics. L'autorité entend ainsi donner des informations, des notions suffisantes aux journalistes pour une meilleure restitution de leur connaissance des marchés publics. Alvarassa pour les détails. Formation des journalistes sur la gestion du contentieux des marchés publics par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRMP. Elle vise au renforcement des capacités des journalistes en matière de régulation des marchés publics. Les journalistes doivent retenir que la régulation des marchés est encadrée par des procédures réglementaires. Quand on régule un marché, on a un repère, on a une base. Cette base-là, c'est la réglementation. C'est les décrets, les arrêtés et puis les critères de sélection inscrits dans les dossiers d'appel d'offres. Ce repère-là fait que l'autorité est encadrée dans les décisions qu'elle rend. Et lorsque ces décisions doivent être analysées, il ne faut pas donc le faire sans avoir ces indicateurs-là en main. Les modules de formation portés sur plusieurs domaines d'activité, la santé, l'éducation, les infrastructures, la sécurité, la communication. Qu'est-ce que marché public? Un contrat écrit, un contrat onéreux, un contrat entre l'État et le privé, une délégation de services publics, la bonne gouvernance. Ce sont autant de préoccupations, de sujets développés par les responsables de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics pour instruire les journalistes sur la gestion du contentieux des marchés publics. On reste en compagnie de Alvarassa, notre reporter, qui nous apprend que l'Institut ivoirien de l'entreprise vient de signer une convention avec une maison d'assurance de la place. Il s'agit de soutenir l'INUE dans sa politique de redynamisation des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. La signature de cette convention, selon Khalil Ibrahim Konaté, directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE, va contribuer à la promotion des petites et moyennes entreprises. Les créateurs et les promoteurs de projets pourront être accompagnés. La caution fournisseur pour sécuriser celui qui a besoin de la matière première, de la marchandise pour mener son activité économique et celui qui donne la matière première. C'était un frein. Nous avons eu une réponse à travers cette compagnie d'assurance qui va nous accompagner avec ces deux leviers-là pour booster donc le financement des projets portés par les jeunes. Félix Kouame Zegbe Nguessan, le second signataire de cette convention pour le compte de cette maison d'assurance, soutient que la structure qu'il dirige entend constituer une garantie pour accompagner l'INIE et faire progressivement du secteur informel un secteur formel.
Nous on dit c'est une garantie morale, une garantie physique, une garantie financière, une garantie technique, une garantie de formation. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un connaît l'étendue de ses responsabilités, bon, on peut lui donner un prêt et nous pourrons prendre la garantie étant donné que, n'est-ce pas, l'activité va se poursuivre. Ce qu'on veut, c'est que ce levier économique là puisse permettre à nos jeunes de comprendre l'importance qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes, n'est-ce pas, pour participer au développement au lieu de laisser pour compte. Le directeur général de l'INIE souhaite que d'autres structures financières accompagnent l'Institut ivoirien de l'entreprise pour résoudre la question du chômage des jeunes et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le groupement des professionnels de taxi compteurs avait prévu de se mettre en grève dès demain. Le mardi 1er mai, ce groupement avait décidé de se mettre en grève. Ce mouvement a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. Depuis l'annonce de la grève des taxis-compteurs, les discussions ont considérablement évolué, aussi bien avec la Direction générale des impôts qu'avec le ministère des Transports, qu'est le ministère de tutelle du groupement des professionnels des taxis-compteurs GPTC, nous dit Koulibaly Adama, président par intérim de ce groupement. C'était au cours d'un point de presse ce mardi. Il fait part donc de ses acquis. De cette discussion, le GPTC a eu quelques acquis notables, à savoir le report de la date butoir du 30 avril au 30 juin 2012, le temps pour chacune des parties de mener la réflexion afin d'aboutir à une solution consensuelle définitive, la suspension de la pénalité sur la patente 2012, l'engagement de l'État à mettre sur pied un comité en vue de la répression dès le mois de juin des Wawara banalisés. L'engagement ferme du ministre des Transports actuellement en mission hors du pays, avec qui nous avons eu un entretien téléphonique et qui a marqué sa détermination à prendre à bras le corps notre revendication dès son retour. Au vu de ces acquis et assurer que les autorités compétentes mettront tout en œuvre pour respecter leur engagement, le groupement des professionnels taxi-compteurs GPTC suspend son mot d'ordre de grève et demande à tous les adhérents de reprendre le travail dès demain, mercredi 9 mai 2012. Le groupement des professionnels de taxi-compteurs dit rester vigilant quant au respect des mesures transitoires et se réserve le droit de réagir si la situation l'exige. Voilà, tout est bien qui finit bien. Au chapitre de la défense, maintenant, un séminaire portant sur la sécurisation de la frontière ouest s'est ouvert ce matin à Grand Bassam dans le cadre de la coopération ivoiro-libérienne. Cette rencontre fait suite à celle tenue la semaine dernière à Abidjan, au ministère de la Défense. Le problème de sécurisation de la frontière, le problème des réfugiés, la réactivation de la commission mixte ivoiro-libérienne était à l'ordre du jour. Les deux délégations vont mettre à profit ces 2 jours de réflexion pour proposer la mise sur pied d'une opération militaire avec l'appui des forces onusiennes basées en Côte d'Ivoire pour empêcher des actions de déstabilisation. On reste au même chapitre. En fin de mission en Côte d'Ivoire, le général de division Berena Niakoudé, commandant de la force des Nations Unies, et le colonel Traoré Abdul Karim, conseiller aux affaires sécuritaires et militaires du représentant du facilitateur, ont été faits chevaliers dans l'ordre national ivoirien. La cérémonie qui s'est déroulée hier lundi à la place d'armes de l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire a été présidée par le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense et en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Abou Sanogo. Le général Berena Niakoudé, commandant la force de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, et le colonel Traoré Abdou Karim, conseiller aux affaires sécuritaires et militaires du représentant du facilitateur dans la crise ivoirienne, ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Pour le général de division Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, cette cérémonie est la preuve de la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien à la contribution positive de ces 2 officiers dans le dénouement de la crise ivoirienne. Très touché par l'honneur à eux fait à travers cette distinction, le général Berena Niakoudé du Togo et le colonel Traoré Abdou Karim du Burkina Faso, qui ont traduit leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre chaque jour au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, se sont voulus rassurants. Aujourd'hui, nous pouvons nourrir un grand espoir pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on vient de loin. Et ce qui se passe aujourd'hui
je me dis que ça doit amener tout un chacun à avoir de l'espoir, en étant optimiste, en se disant que la Côte d'Ivoire est sur la voie de se réconcilier avec elle-même. On voit des chantiers un peu partout, ce qui montre à tout arrivant en Côte d'Ivoire que la paix est bien là et que maintenant on parle de la reconstruction du pays. Notons que le colonel Karim est en Côte d'Ivoire depuis novembre 2007 et que le général Berena a pris fonction à la tête des troupes de l'ONUCI le 22 mars 2011 au plus fort de la crise post-électorale. Le colonel Traoré Abdul Karim était en mission au bureau de facilitation de l'accord politique de Ouagadougou. Cet officier a travaillé en bonne intelligence avec le PNRC, le programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire. Avant son départ, il est allé faire ses adieux à la structure qu'il juge indispensable à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Sylvie Touré pour les détails. Il ne restait plus que lui pour que le bureau de facilitation de l'accord politique de Ouagadougou ferme définitivement ses portes à Abidjan. Le colonel Karim Traoré s'en va, mais pas avant d'avoir fait ses adieux au PNRC, le programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire avec lequel son bureau a collaboré, une collaboration qui, selon le conseiller du coordonnateur du PNRC, a facilité la réinsertion de plusieurs milliers d'ex-combattants. Au plan conceptionnel, c'est eux qui ont assisté à l'ensemble des décisions. Dans la mise en œuvre, c'est eux qui étaient garants moraux, mais même dans la gestion pratique de ces questions, ils ont été encore un partenaire sur le terrain. De nombreux souvenirs donc pour témoigner la reconnaissance du PNRC à l'officier supérieur. Le colonel Karim Traoré lui retient de cette mission l'importance du programme dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Cette structure est une structure qu'il faut pérenniser. Même au-delà de la crise, c'est une structure qui peut être peut-être réadaptée pour faire face à la question de l'emploi des jeunes et une structure technique partenaire aussi des forces de défense et de sécurité, parce que tant que ces questions de jeunesse, ces questions d'emploi des jeunes ne sont pas bien cernées, ça a toujours des effets sur la situation sécuritaire d'un pays. Ce sont au total 5 années que le colonel Karim Traoré a passé en Côte d'Ivoire, principalement aux côtés du PNRC. Il a contribué à la mise sur pied du programme et à la conduite de ses activités. Deux structures de sortie de crise deviennent partenaires. C'est la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et le projet d'assistance post-conflit. Ces deux structures ont signé une convention pour définir un cadre institutionnel de collaboration et de financement. La convention signée par le président de la CDVR, M. Charles Konambani, et le coordonnateur de PAPC, Philippe Kofi, vise à accélérer les activités de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en vue de réconcilier, bien entendu, les Ivoiriens. La Fofana. Charles Konambani pour la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, Philippe Kofi pour le projet d'assistance post-conflit, PAPC. Les deux hommes ont signé l'accord qui va aider la CDVR à être plus opérationnelle, à faciliter la cohésion sociale, à réhabiliter les communautés et à réinsérer économiquement les personnes durement affectées par la crise. Le PAPC est un projet du gouvernement ivoirien financé à travers un accord de dons entre l'État et l'Association internationale pour le développement du groupe de la Banque mondiale. Et c'est la manifestation vraie de la solidarité des uns vis-à-vis des autres. C'est comme cela que le conçoit M. Charles Konambani. La réconciliation, c'est la solidarité. C'est la compassion, c'est la solidarité. C'est reconnaître que nous sommes divisés à un moment donné, mais que nous devons nous rapprocher, que nous nous rassembler, nous pardonner. Philippe Kofi le conçoit ainsi lui aussi. Le partenariat entre le PAPC et la CDVR nous est apparu tellement naturel que nous n'avons pas eu besoin d'attendre un cadre formel avant de porter le message de la réconciliation sous votre fonction le 15 mars à Dieucoué. Nous voulons être la face visible de la réconciliation. En effet, les activités que nous menons dans le cadre de notre mission d'assistance aux populations, que ce soit en matière de réinsertion économique ou de réhabilitation communautaire, ou encore en matière d'appui à la modernisation de l'état civil, toutes nos actions sont toutes portées de cohésion sociale, donc susceptibles
d'impulser la réconciliation. La convention signée rend donc opérationnelle la CDVR. Elle tend d'urgence la main à 85 communautés villageoises, 22 radios de proximité. Elle réalise 60 infrastructures au profit des communautés et donne la chance à 1000 ex-combattants au moins pour être réinsérés dans le circuit économique. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Koné Nabanye Bruno, a animé une conférence de presse dans l'objectif de mieux informer les populations sur les avantages de la récente ordonnance et sur la 3G. Explication Lansine Ouattara. C'est pas un bref historique des différentes étapes ayant abouti à la prise de l'ordonnance relative aux technologies de l'information et de la communication en remplacement du Code des télécommunications de 1995 que Bruno Koné a voulu entamer cette rencontre avec les médias. Question pour lui de montrer la transparence dans le cheminement. Selon le ministre de la Poste et des TIC, cette loi est plus adaptée aux grandes évolutions technologiques. De plus, le cadre réglementaire sous-régional obligeait la Côte d'Ivoire à avoir une nouvelle loi en matière de télécommunications. Il a aussi précisé que la loi prévoit la création, le réaménagement de structures de régulation existantes. Mais pourquoi une agence de gestion des fréquences? Parce qu'il y avait un désordre dans la gestion des fréquences. Parce que les fréquences, c'est un grand nombre de domaines. Les fréquences, c'est l'aéronautique. Les fréquences, c'est le transport maritime. Les fréquences, c'est l'audiovisuel. Les fréquences, c'est la police, c'est la gendarmerie. Ce ne sont pas que les télécommunications. En ce qui concerne les licences des téléphonies mobiles 3G, le ministre a précisé que 3 opérateurs l'ont déjà acquis. Ils ont dû chacun débourser la somme de 6 milliards de francs CFA. Le décret définissant les modalités d'attribution de la licence 3G a été signé en décembre dernier en vue d'un accès au débit de l'Internet mobile en Côte d'Ivoire. Face aux critiques de certains médias au sujet de l'attribution de cette licence 3G, Koné Bruno a souligné que l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, ATCI, en tant que structure sous tutelle, a pris des décisions unilatérales, toutes choses préjudiciables à l'État. L'autorité de régulation qui est mise en place est une autorité qui va être plus indépendante que celle qu'il y avait jusqu'à maintenant, puisque le directeur général est nommé pour un mandat fixe, renouvelable une seule fois, 4 ans, et il est accompagné par un conseil de régulation. Un conseil de régulation qui va être composé de 7 personnes qui sont des professionnels. Bruno Koné a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire de devenir leader africain en matière de technologie de l'information et de la communication. D'autres lois devaient être présentées à l'Assemblée nationale pour adoption afin d'avoir un code des télécommunications complet dans les mois prochains. Le monde du football est en deuil. L'international sénégalais Jules Bocandé est mort à l'âge de 53 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il a été capitaine des Lions de la Teranga. Difficile d'oublier sa puissance et son mental de guerrier. Autant de qualités qui faisaient de lui un leader sur les terrains de football, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Jules-François Bocandé est décédé à Metz à l'âge de 53 ans et demi, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Sa mort plonge dans la tristesse tous les férus du ballon rond, mais aussi ses anciens coéquipiers. Roger Mendy a longtemps partagé sa chambre avec le capitaine des Lions de la Teranga, la sélection du Sénégal. Jules, c'était comme un deuxième entraîneur sur le terrain. Il n'aimait pas perdre, comme tout le monde. Jules, son souhait, c'était de gagner la Coupe d'Afrique au moins, pour être parmi les grands de l'Afrique. Son souhait n'a jamais été exaucé. Avec les Lions de la Teranga, Jules-François Bocandé a participé à 3 Coupes d'Afrique des Nations sans remporter le moindre titre. Mais c'est un club qu'il écrit les plus belles pages de son palmarès de joueur. L'un de ses faits d'armes reste sans doute un titre de meilleur buteur du championnat de France avec Metz lors de la saison 1985-1986. L'avantage de Bocandé, c'est de réveiller le footballeur dans l'athlète qu'il était. Il était si équilibré, Bocandé, qu'il pouvait jouer à n'importe quelle ligne pour reparler de l'équipe de football. Après une brillante carrière comme joueur, Jules-François Bocandé intègre l'encadrement technique de la sélection du Sénégal. Il contribue activement au parcours remarquable des Lions de la Teranga, quart de finaliste de la Coupe du Monde de football 2002.
Plusieurs fois décoré pour service rendu à la nation, Jules-François Bocandé s'était installé à Metz après une discorde avec la Fédération sénégalaise de football. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain pour une autre édition. Excellente soirée sur RTI 1.